Bonjour très chers abonnés. On se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo concernant les anti-inflammatoires. L'utilisation des anti-inflammatoires est très répandue dans le monde. Ils sont couramment utilisés pour soulager la douleur et réduire l'inflammation. Les sportifs sont les plus concernés dans cette utilisation. Avant de parler des anti-inflammatoires, nous devons d'abord savoir ce que c'est qu'une inflammation et comment se manifeste-t-elle. La manifestation de l'inflammation commence d'abord par la détection de l'inflammation. Pendant cette phase, les cellules sentinelles comme les mastocytes et les macrophages reconnaissent les tissus endommagés ou les agents pathogènes grâce à des récepteurs spécifiques et libèrent ensuite des médiateurs qui, pendant la deuxième phase appelée phase vasculaire, provoquent une vasodilatation et augmentent la perméabilité des vaisseaux permettant aux cellules immunitaires et au plasma de migrer vers le site de l'inflammation. Après nous avons la troisième phase appelée phase migratoire pendant laquelle les globules blancs vont quitter la circulation sanguine pour atteindre le site de l'inflammation où ils éliminent les agents pathogènes et les débris cellulaires par phagocytose. La quatrième phase est la réparation tissulaire. Puisque l'agression est maîtrisée, il y aura moins de médiateurs inflammatoires, les cellules impliquées dans la réparation vont alors entrer en action favorisant ainsi la cicatrisation. L'inflammation prend fin lorsque les tissus endommagés sont réparés et que l'agent causal a été éliminé. Nous allons maintenant vous présenter la cascade de la réaction inflammatoire. Cette cascade nous permettra par la suite d'expliquer la survenue des effets secondaires liés à la prise d'anti-inflammatoires. La cascade commence par l'acide arachidonique qui est obtenu par transformation des phospholipides membranaires grâce à la phospholipase A2. L'acide arachidonique est alors métabolisé par deux voies distinctes. D'une part, la voie de la 5-lipooxygénase, qui va permettre la synthèse de leucotriène. D'autre part, la voie des cyclooxygénases, aboutissant à la formation de prostaglandine G2, puis de prostaglandine H2. La PGH2 va alors permettre à son tour la synthèse de différents médiateurs par transformation enzymatique spécifique, les prostaglandines, notamment PGD2, PGE2 et PGF2, les prostacyclines, ou encore le thromboxane A2. C'est l'élaboration de ces prostaglandines qui sont à l'origine de ces inflammations. D'où la nécessité de prendre des anti-inflammatoires qui atténuent l'inflammation et tout ce qui en découle. Nous pouvons classer les anti-inflammatoires en deux grands groupes, les anti-inflammatoires stéroïdiens et les anti-inflammatoires non stéroïdiens. S'agissant des anti-inflammatoires stéroïdiens, ils sont aussi appelés glucocorticoïdes ou corticoïdes tout simplement. Ce sont les anti-inflammatoires qui ont été découverts en première position. Ils dérivent de certaines hormones physiologiques, dont la cortisone. Les corticoïdes possèdent un noyau stérol. Ils sont super puissants comme anti-inflammatoires, mais dangereux du fait qu'en plus de leur effet anti-inflammatoire, ils ont aussi un effet immunosuppresseur, c'est-à-dire qu'ils freinent l'activité du système immunitaire. Les plus utilisés sont le cortencil, ayant pour molécule la prednisone, le solupred et l'isolone ont tous deux pour molécule la prednisolone. Après nous avons plusieurs molécules comme la dexaméthasone, la bétamethasone, la béclométhasone, la triancinolone, l'hydrocortisone, le flunisolide et la fluticasone. Nous avons aussi le solumédrol qui est généralement utilisé en injectable. Plus tard, ont été découverts les anti-inflammatoires non stéroïdiens, qui constituent une classe très hétérogène, et beaucoup utilisée dans le monde. À l'opposé des corticoïdes, ils ne possèdent pas de noyau stérol. Ils agissent en inhibant la production de prostaglandines, en évitant la cyclooxygénase d'agir sur l'acide arachidonique. Vu qu'on a deux isoformes de cyclooxygénase, COX1 et COX2. Il existe plusieurs classes d'anti-inflammatoires selon la cyclooxygénase inhibée. Cependant nous avons des inhibiteurs sélectifs de la COX1, c'est-à-dire ceux qui inhibent la COX1 sans toucher à la COX2. Dans ce groupe, nous avons l'aspirine à faible dose. Le deuxième groupe est constitué par des inhibiteurs sélectifs de la COX2, encore appelés coxib. Dans ce groupe, nous avons le celecoxib, qui est fréquemment utilisé pour traiter l'arthrose, la polyarthrite rhumatoïde et la spondylarthrite ankylosante. Le nom commercial le plus connu du celecoxib est le Celebrex. Ensuite nous avons Etoricoxib, l'une de ses spécialités est l'arcoxia. Le rofecoxib était également de la classe, son nom commercial était le Vioxx mais il a été retiré du marché en 2004 en raison de préoccupations concernant son risque accru de crise cardiaque et d'accidents vasculaires cérébraux.
Ensuite, nous avons le Valdecoxib, l'Umiracoxib et le Parecoxib qui ont été retirés du marché dans plusieurs pays à cause de leur effet néfaste sur la santé cardiovasculaire. Le nom commercial du Parecoxib est le Dynasta. Le troisième groupe est constitué par les inhibiteurs non sélectifs de la COX-1 et 2. Ce groupe contient plusieurs sous-groupes d'anti-inflammatoires, notamment nous avons les anti-inflammatoires indoliques. Ce terme fait référence à leur structure chimique. Ce sous-groupe comporte l'indométhacine et le sulindac. Ensuite, nous avons le sous-groupe des anti-inflammatoires arylcarboxyliques, tels que l'acéclophénac, le diclophénac, l'ibuprofène, le kétoprophène. Après, nous avons le sous-groupe des oxycames, qui comporte le pyroxycam, le méloxycam, le ténoxycam. Ensuite, nous avons le sous-groupe des phenamates. Il comporte des molécules comme l'acide niflumique qui a pour spécialité le nifluryl. Nous avons aussi l'acide méphénamique, l'acide tolphénamique, l'acide fluphénamique et l'acide méclophénamique, et le sous-groupe des pyrazolés. Dans ce groupe, on peut citer la phénylbutazone, l'oxyphambutazone, l'azapropazone, l'isofésolac et la phénazone. Bien que le métamizole sodique soit du groupe des pyrazolés, ce n'est pas un anti-inflammatoire au sens propre car il possède un effet anti-inflammatoire moindre. Il est plus utilisé pour traiter la douleur, la fièvre et les douleurs spasmodiques. Il y a plusieurs spécialités connues du métamizole, notamment Novalgin, Métarène, Métacar. Il est important de préciser que la COX-1 est constitutive et se trouve dans la majorité des tissus physiologiques, comme l'estomac, les reins et les vaisseaux. C'est pour ça que les inhibiteurs de la COX-1 ont beaucoup d'effets indésirables, vu que son inhibition va entraîner des conséquences néfastes à ces différents niveaux. Cependant, la COX-2 est inductible par des agents pro-inflammatoires, comme les cytokines et les endotoxines. Donc la COX-2 n'est stimulée qu'au niveau de l'inflammation. Concernant les effets pharmacodynamiques, 3 effets résultent de la diminution de la formation de prostaglandines. Un effet anti-inflammatoire à forte dose, un effet antalgique, l'effet antipyrétique et l'effet anti-agrégant plaquettaire, à faible dose. Parlons de l'aspirine et de son mécanisme d'action. Dans les plaquettes, il n'y a pas de COX-2, il n'y a que des COX-1, et l'action de la COX-1 permet la synthèse de thromboxane A2, et la thromboxane A2 est un pro-agrégant plaquettaire. L'aspirine étant un inhibiteur de la COX-2, quand on prend un médicament contenant de l'aspirine, il va inhiber la production de thromboxane, elle ne pourra donc pas exercer son effet pro-agrégant plaquettaire. C'est ce mécanisme qui explique l'effet anti-agrégant plaquettaire de l'aspirine. S'agissant des effets indésirables liés à la prise d'un médicament contenant de l'aspirine. Sachez que l'inhibition de la COX-1 permet aussi d'inhiber la production de PGE2. Or, la PGE2 produit du mucus dans l'estomac, et c'est ce mucus qui protège notre estomac de l'acide chlorhydrique, qui est sécrété en grande quantité, pour nous permettre de digérer les aliments. Son inhibition va exposer l'estomac à une acidité qui pourrait le détériorer, et aboutir à un ulcère gastro-duodénal. Ou alors à une hémorragie digestive. Ensuite, au niveau des reins, la PGE2 permet le contrôle de la sécrétion de rénine, qui influe sur l'hémodynamique glomérulaire. Elle permet donc le maintien du débit de filtration glomérulaire lors des hypovolémies. Son inhibition pourrait donc conduire, dans des cas graves, à une insuffisance rénale. Il est important de savoir aussi que, quand on bloque la voie des COX, il y aura encore plus de synthèse de leucotriènes que ce qui se passe normalement. Or les leucotriènes entraînent une bronchoconstriction, favorisant la réaction inflammatoire au niveau pulmonaire, ce qui explique le mécanisme d'intolérance, des AINS surtout fréquentes chez les sujets asthmatiques. Après tous ces effets indésirables, l'aspirine, pour son effet anti-agrégant plaquettaire, est quand même indiquée dans la prévention des accidents ischémiques comme l'accident vasculaire cérébral ou encore l'infarctus du myocarde. Pour les inhibiteurs sélectifs de la COX-2 ou COXIB. Au lieu d'inhiber la COX-1, les COXIB quant à eux, inhibent la COX-2. Cette inhibition entraîne l'inhibition des prostacyclines, PGI2, les prostacyclines ne pourront plus exercer leur effet anti-agrégant plaquettaire. L'équilibre entre les thromboxanes et les prostacyclines sera alors rompu. Il y aura donc de l'agrégation plaquettaire en excès. Vu que l'agrégation plaquettaire est une étape initiale de la coagulation sanguine lorsqu'un vaisseau est lésé,
Son excès peut donc causer la formation de caillots dans les jambes, appelée thrombose veineuse profonde, ou alors dans le cerveau, pour causer un accident vasculaire cérébral. Des caillots peuvent aussi se former dans les poumons, pour causer une embolie pulmonaire. Après ces effets indésirables, les coxibes sont indiqués dans le traitement de l'arthrite inflammatoire et de l'arthrose. S'agissant des autres anti-inflammatoires, l'indométhacine et le piroxicam sont 20 à 50 fois plus actifs sur COX-1 que sur COX-2, tandis que le diclofenac, le naproxène, le meclofénamate, l'ibuprofène ont une activité voisine sur les deux isoformes. Ce qu'il faut comprendre de l'utilisation de ces médicaments est que, supprimer l'inflammation, revient aussi à supprimer un mécanisme de défense de l'organisme, et cela peut favoriser les infections. De plus, le fait de soulager la douleur peut masquer les signes d'une infection débutante, retardant son traitement. Au bout de 2 ou 3 jours de fièvre ou de douleur persistante, il faut arrêter les anti-inflammatoires et consulter un médecin. Chez la femme enceinte, on ne doit jamais utiliser ces médicaments sans avis médical. Pour soulager la douleur, il faut utiliser les paracétamol en priorité.